Salut. On commence à 21h20. Est-ce que tu vas bien, 21h, Vassilia? Puis tous ceux qui arrivent un petit peu plus tard, à 21h20. Et Streamlabs est quand même toujours fatigué. Mais c'est pas grave. Le bot est fatigué. Allez, à toutes. Prenez place.
Salut, salut, salut. Konbanwa. Konbanwa. FG06220. Attends, 06220, 06220, c'est où ça? Valoris, non? Konbanwa? C'est ça? Arrêtez là de venir. Bienvenue, bienvenue à toi. FJ, merci pour ton follow. J'ai vu que tu m'avais follow il n'y a pas longtemps. Donc écoute, bienvenue, bienvenue. Bah oui, Valoris, hein, je connais bien. Salut Isabelle, bienvenue, bienvenue aussi. Oui, on va parler du... Hein. Ah, je suis quand même un amoureux d'Antibes. Ouais, c'est avec Valoris. Ouais, juste côté Est. Mais... Ça suffit le 06 là qui vient, ça suffit. Je viens juste de refaire un petit message là sur Facebook. Donc j'attends 2 minutes si vous voulez bien. Et j'arrive. Ok? Cool. Allez, c'est parti. J'arrête de vous faire poireauter avec cette petite musique, ce petit flutio. C'est pas moi qui joue, hein. Ah, peut-être que je m'y mette d'ailleurs. Allez, let's go. Je vais revoir votre message parce qu'en même temps j'en profitais hein, pour faire autre chose. Quand même. Mais les petites lumières qui vont bien. Le teasing qui va bien. Un petit topo sur le chichi que vous connaissez déjà. Alors déjà, parti. Ma petite trombine, comme d'habitude à 15 km, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir patienté. Juste, oui, j'ai pas mis mes lunettes, je sens déjà les remarques, mais c'est pas grave, je vois très bien sur mes lunettes. J'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude d'avoir mes lunettes pour voir mes écrans. Quand on a l'habitude, voilà. Pour éviter la fatigue des petits nœuds. Bref, vous en fichez, mais ça change. Bienvenue sur ce live du soir. Chez Kogesa, voilà, comme on est bien. Est-ce que j'ai raté des messages? Non, parce que je vous ai parlé en même temps. Donc, Isabelle, Mincilien, FG, écoutez, bienvenue. Et puis bienvenue aussi à tous ceux qui sont là, qui sont sur ce live. Il y a Kailana aussi, bonsoir. J'avais pas vu ton message, Kailana. Bien le bonsoir. Il y a qui d'autre? Oui, bien.
Très bien Isabelle, si tout va bien, si tout le monde va bien, c'est top, top, top. Écoutez, bienvenue sur ce live, donc bon bah certains me connaissent. Si vous tombez par hasard sur ce live, sachez que je fais des lives sur l'art japonais. Je vais peut-être baisser un peu la musique. L'art japonais, l'art coréen, je parle des antiquités, des œuvres d'art, Non, la musique, t'es dans mon casque en fait. Des œuvres d'art, d'artistes, etc. et de thèmes. Et donc, je traite différents thèmes. Je vous laisse regarder les replays. Je crois que si je vous mets... Mais je crois que j'ai le bot qui est fatigué. On va tenter. Le replay, non, le bot ne marche pas. J'ai pas raté le début, j'arrive clairement avant la fin, tu vois. Très bien, bah bien, Kaylan. Mais cet horaire de 21h, hein, j'ai l'impression qu'il satisfait. Je suis toujours entre deux, hein, à faire du 19h, à faire du 21h. Je vais me décider une fois pour toutes. Hein. Mais j'ai l'impression que ça... C'est quand même... Ça dépend des jours, en fait. Ça dépend... J'ai l'impression que le mardi 19h, c'est bien pour tout le monde. Le jeudi 21h, c'est... Mercredi, jeudi 21h, c'est mieux. J'ai l'impression. Bref, c'est qu'une impression, de toute manière. Il y a des gens... on est tous pareils. À un moment, on est connecté. D'autres fois, on n'est pas connecté. Bref. En tout cas, voilà, donc pour ceux qui me connaissent, bah écoutez, je vous fais pas les présentations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais des sujets très très différents. Donc j'ai le bot qui est fatigué, mais c'était le lien vers le replay sur la chaîne YouTube, puisque tous les replays sont sur YouTube, en complément de Twitch. Donc je fais des thèmes qui sont vraiment très très différents. Ils parlent de culture japonaise, d'art japonais, d'artistes, et puis évidemment la même chose en Corée, même si souvent la Corée, je parle quand même peut-être un peu plus de design. Ça aussi, je reparlerai un petit peu plus de culture coréenne. Au fil aussi de l'eau. Bref, le topo, c'est là. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions pendant ce live, avec grand plaisir, parce que le jeudi, on traite un mythe de légende, les yokai. Et je voulais parler d'un être, d'une bestiole, qu'on retrouve très 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 souvent dans l'art japonais, chinois aussi, mais surtout japonais. Il s'appelle le fameux lion shishi. Keilana, tu me dis ça dépend des jours, parfois on peut pas. Exactement. C'est pour ça que vraiment aussi dans les lives, je tiens à les mettre aussi en replay, parce que franchement je suis pareil, hein. Des fois on n'est pas toujours connecté, puis des fois on a aussi d'autres choses à faire. Même si les lives de Croquet-ça sont très intéressants, n'est-ce pas? J'ai mes flèches qui ont complètement déconné, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas, je précise avant de commencer, vous inquiétez pas, je vous emmène pas sur 3 heures. Hein. Généralement, ça dure 50 minutes, 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure. Je fais vraiment des contenus qui en tout cas, j'essaie d'être le plus accessible possible, le plus clair possible. À vous ensuite de pousser si ça vous intéresse, soit vous me posez des questions et puis on va aller pousser sur tel et tel point, soit je vous invite vraiment ensuite à les découvrir, hein, finalement. En l'occurrence celle de Chichi, et les œuvres que je peux vous présenter. Et je prends ce coin-là du truc pour essayer de vous pas faire un peu la conférence art. Vous voyez, on n'a pas envie de scoltiner, quoi. Les slides, attends, qu'est-ce que tu me dis? Putain, des slides qui déconnent, c'est une gimmick de Koge-san, non? Ça suffit. Alors toi, tu vas sortir, hein? Ça va bien, hein? Alors c'est pas parce que, attention, hein, c'est Team 06, ça va bien. Ok? Pour la dire, j'ai trouvé des liens intéressants sur la diffusion des estampes et la technique. Bien sûr. Envoie. Avec grand plaisir. Bah, si tu veux, tu peux me faire un message. Tu me fais le message sur Twitch et les liens que tu as pu trouver. Avec grand plaisir. On fera un topo comme ça. Je referai un live là-dessus sur les estampes. Effectivement, je parlais hier d'estampes. Bref. Et ça vient bien, hein, Massilia au fond de la salle. Là. Donc, le lion Shishi. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas. Ah bah tu vois, il y a le bot lui. Par contre, avec les liens, le bot s'est lancé. Il est pas content. Non mais tu me le fais, tu sais, tu me le fais en DM, en message, les liens. Tu me fais, ça va être plus simple. J'ai pas mis en place de Discord. Il y a certains mettent des Discord. Enfin, je suis. Ouais, le bot Nightbot. Le Nightbot lui est activé, l'autre bot est pas activé. Je vois, il y en a un qui est fatigué, pas l'autre. C'est pas grave. Tu me fais un message directement dans Twitch normalement, hors messagerie. Et comme ça, on regardera, limite, on fera un live là-dessus. Donc le Shishi, notre ami le Shishi. Alors le Shishi au Japon, il s'appelle aussi Komainu. Komainu, si vous faites un petit peu de japonais, si vous reconnaissez un petit peu les kanji, le Inu, il est là. Inu, c'est le chien. Donc le chien, pourquoi? C'est parce que je pense que ça vient, très simple, ça vient de la Chine, puisque les origines du lion Shishi, on retrouve beaucoup dans l'art chinois. Et on va l'appeler, il va avoir différents noms, je vais en parler après, notamment les chiens de feu aujourd'hui sur le marché de l'art, dans
en tout cas des sculptures qui représentent chez chiens lions, on va les appeler pour la Chine des chiens de feu, FO, alors que au Japon, on va parler de shishi. C'est juste pour vous préciser ça, puisque le terme Komainu va plus être vraiment tiré là pour le coup du chinois. Dans les deux sens, de toute façon, on parle de l'animal qui ressemble à un lion, parce qu'il a les caractéristiques du lion. On l'appelle chien, mais attention, il peut être dans certaines estampes, effectivement, avoir plus la gueule d'un chien que je connais, mais on reste sur quelque chose typé lion. Voilà, je précise, parce que c'est vrai que on peut, quand on voit des œuvres d'art, des objets, quand on voit qu'il écrit chien, bah, attends, c'est le truc que j'ai vu au Japon, ça s'appelle un lion, c'est un chien, c'est le même animal. Le chinois, on l'appelle aussi Shih Tzu, si mon accent est bon, ou Stone Lion avec le nom en anglais. En tout cas, il y a plusieurs noms comme ça, et je vous parlais après des petits noms chinois juste la slide d'après. C'est juste pour vous dire que, évidemment, cet animal, il est très, très, très représenté dans la sculpture chinoise, estampe chinoise. Je ne suis pas spécialiste de l'art chinois, donc je mets juste un petit pied dessus. J'en vois passer, j'en vois évidemment beaucoup, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Moi, j'ai fait mon job et ma formation, c'est Japon, et évidemment, je suis allé sur la Corée. Mais je ne suis pas spécialiste des chiens chinois, je préfère le préciser. Par contre, si vous avez des questions là-dessus, et ben très bien, ça va me faire bûcher, c'est pas plus mal. Ça va me faire retourner en bibliothèque. Voilà. Le lion, alors les chichis, ils sont très souvent représentés par paire. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important? C'est que quand vous, je sais pas, si vous vous baladez, vous voyez des œuvres d'art, vous voyez des estampes, vous voyez des sculptures, vous en voyez un seul, un lion, un chichi. Attendez-vous, est-ce qu'il y en a un deuxième? C'est toujours par paire, l'un avec la bouche ouverte, l'autre avec la bouche fermée. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils représentent, en gros, ils vont symboliser plutôt la protection. Ils sont placés, je vais en parler un peu après, devant l'entrée des temples. C'est vraiment un animal qui est là pour repousser les êtres maléfiques, malicieux, pas sympa du tout. Donc c'est vraiment un être protecteur, en tout cas au Japon. Peut-être qu'il y a d'autres, encore une fois, d'autres éléments d'un point de vue Chine, en tout cas dans la culture chinoise. Mais ce que je peux dire, c'est que pour le Japon, on est de toute façon sur un être qui est protecteur. Ça, c'est sûr. Petit focus quand même sur la Chine, parce que forcément, même si je dis que je suis Japon, forcément, j'ai le nez aussi dans tous les liens, les lions sculptés qui peuvent tourner sur le marché, et ce que les gens aussi recherchent, en sachant d'ailleurs que les collectionneurs, qui sont des collectionneurs de céramique chinoise, vont vraiment chercher des liens, ce qu'on appelle des liens de faux ou feu. Ça peut s'écrire aussi fou, FU, mais on n'est pas du tout sur les mêmes profils. On a des gens qui vraiment collectionnent la Chine, on a des gens qui collectionnent le Japon, certains vont s'amuser à mêler les deux, mais c'est aussi une petite précision là-dessus. En Chine, on en dénote 3. Il y a celui de Beijing, de Xi'an, et plutôt de Nanxi, c'est le lion des mers du Sud. Le premier, c'est vraiment le plus important qu'on va retrouver dans les sculptures, qui peut vraiment vous faire confondre entre le Japon et la Chine. Ce que je peux juste dire, que c'est tous ceux qu'on peut voir aujourd'hui dans des collections, des musées, quand ils ne sont pas sculptés comme ici, là c'est le lion de Xi'an. C'est souvent de la porcelaine de très 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 colorée, les céramiques vraiment chinoises comme on peut connaître. On n'est pas sur des lions sculptés très type, je vais vous en montrer plusieurs après, à la japonaise, souvent en grès ou en pierre, des choses pas forcément en couleur. Vraiment, encore une fois, je suis dans les grandes lignes, mais c'est comme ça que vous allez un peu différencier ces lions. Quand ils sont en mode céramique porcelaine, il y a différentes familles de porcelaine. Vous voyez les différences par rapport au traitement chinois et le traitement japonais. Je n'ai pas voulu faire de slide là-dessus, comparer on pourrait faire les sculptures de lions Chine-Japon, comparer ou du moins montrer peut-être les ressemblances aussi entre ça. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être un live objet là-dessus en vous montrant ces lions. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est assez intéressant de voir la différence de traitement entre les représentations purement chinoises et les représentations purement japonaises. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un autre sujet. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, avec grand plaisir, je pourrais le traiter. Là, je voulais vraiment rester sur le côté présentation un peu générique sur le fameux lion chichi.
Donc il y a aussi le Xian, je vais le montrer après, qui est célèbre notamment pour ses variantes en pierre. Je dirais que là, pour le coup, on se rapproche plus quand même de ce qu'on a au Japon. Kyoto, dans les temples, Tokyo, on est vraiment, je dirais, sur la présentation des lions de Xian, en termes de pierre sculptée, travail de sculpture. Et puis on a aussi les lions de la mer du Sud, les Naichi, qui là sont des variantes un peu différentes, que vous pouvez voir aussi en gravure, sur des estampes ou autres, où on est sur un lion qui a des vagues à ses pattes. Donc ça, c'est vraiment des représentations purement chinoises, même s'il y a des choses qu'on va retrouver aussi au Japon. Et juste un petit aparté là-dessus. Un exemple ici d'un lion qui est à Taishan en Chine, où on voit que là, c'est très typé sur le lion qu'on connaît chinois. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais vous voyez qu'on est sur quelque chose qui, en termes de représentation sculptée, on n'est pas du tout dans le modèle de ce qu'on voit au Japon. Ce que je peux dire, c'est surtout qu'on est très souvent en Chine sur des têtes qui sont plutôt format carré. Vous voyez, une forme un peu carrée, toujours bouche, la gueule ouverte. Donc en fait, on a un gueule ouverte, gueule fermée. Et puis on est sur des corps qui sont assez massifs. Donc c'est un peu la différence. Je dirais qu'on est plus sur l'animal dynamique au Japon, si je dois vraiment comparer des choses. Même si c'est toujours pareil, c'est difficile de comparer des sculptures avec des sculptures de temple, par exemple, avec des sculptures d'artistes. Mais je ferai peut-être ça quand même lors d'une vidéo parce que ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, surtout. Parce que, non, moi, ça me fait bosser pour le coup les représentations du lion en Chine, ce qui n'est pas plus mal. C'est un pan que je connais moins, donc autant le faire si ça vous tente. Dans l'art japonais, comme je disais, il représente surtout la protection, en tout cas quand il va être sculpté, quand il va être en estampe, quand il va être potentiellement aussi tatoué. C'est vrai que je parle rarement de tatouage, mais c'est un des êtres, encore une fois, parce que c'est la protection, on l'associe aussi à la bonne fortune. Forcément, c'est quelque chose qu'on aura tendance aussi à tatouer pour se protéger. Le shishi, il a été aussi utilisé par exemple par les samouraïs sur les casques, les maedate, les emblèmes ou les décorations qui vont se mettre sur le casque en forme de shishi, un peu comme tous les éléments qui sont des éléments protecteurs. Le lion, le shishi en fait complètement partie. Et ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis cet estampe-là, c'est que aussi au Japon, on a les Matsuri, hein, le festival qu'on appelle Matsuri au Japon, et ben vous en avez où vous avez une danse qui s'appelle la Lion Dance, la Shishi, je sais plus, qui est une danse où les gens se déguisent pour danser lors de Matsuri. Et c'est assez marrant, c'est que vous avez des artistes de l'estampe. Bon, c'est très souvent fin 19e, début 20e. En l'occurrence, par exemple, Yamamoto Shon qui a fait ici une estampe dans laquelle on voit une personne qui est déguisée en lion pendant une fête. On imagine le défilé et puis qui vient surprendre des demoiselles avec le petit chat. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa dans l'angle un petit peu différent de juste la représentation du shishi comme tel qu'il est. C'est que le Japon, et là c'est vraiment la particularité du Japon, on voit pas ça en Chine, c'est la représentation de Matsuri de fête. En tout cas, on va représenter le lion à travers cette danse. Et je vous en ai mis une autre ici de Choki, donc Choki qui est un artiste du 18e, 17-18e, pardon 18e, qui est là aussi en estampe très classique. On va représenter, au lieu de représenter juste un lion shishi à quatre pattes posé, la gueule ouverte ou gueule fermée, et ben on va le rendre une dynamique où je trouve que c'est assez intéressant. On a l'image du shishi, la protection et tout va bien. Tout ça dans le cadre d'un Matsuri. Et ce que j'aime bien, c'est ça aussi, c'est de voir que le lion ici, il est au premier plan, protecteur des personnes qui défilent avec lui. Bref, vous voyez toute l'histoire, et c'est ça aussi, moi, ce qui me plaît dans les représentations de mythes comme le shishi, c'est qu'on va aussi le traiter différemment, en tout cas de la manière assez classique qu'on pourrait avoir d'imaginer de représenter, comme on avait vu avec les yokai d'ailleurs. Hein. Certains yokai ne sont pas représentés juste comme ça. Non, ils sont présentés dans une histoire, dans une légende, dans un événement. Et c'est ça qui est intéressant avec le shishi. Pour aussi aller plus loin dans le shishi, par rapport aussi, pas aux fêtes, mais plutôt aux religions, je disais que tout à l'heure, le shishi était représenté très souvent, si vous allez au Japon, vous allez le voir devant des temples, alors aussi bien des temples bouddhistes que des sanctuaires shinto. C'est-à-dire que le shishi est aussi bien bouddhiste que shinto, on le retrouve partout, et on le retrouve très souvent
encore une fois, sculpté devant les temples. Vous le retrouvez par exemple à 2 temples que vous devez très probablement connaître. Fushimi Inari, vous savez, c'est le temple avec tous les portes, les portes rouges, et puis j'en ai évidemment déjà parlé lorsque je parlais de Kitsune. Un des plus grands temples, vous avez des Komainu. Alors c'est vrai que je dis Shishi toujours par habitude, mais le terme aussi au Japon, encore une fois, c'est Komainu. Donc vous les avez à l'entrée du temple. Vous avez le Todaiji aussi à Nara, très beau temple qu'il faut absolument voir. Si vous n'êtes jamais allé au Japon, notez-vous le Todaiji. Hein. Et vous avez à l'entrée du temple, il y a 2 grandes statues de Shishi qui vont protéger le temple. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit très très souvent au Japon. Je vous ai mis un exemple ici où vous voyez les deux grands lions. Vous voyez d'ailleurs la différence par rapport à la sculpture chinoise que je vous ai montré tout à l'heure. On voit que c'est pas tout à fait pareil. Hein. Il y a plus de chevelure, c'est pas la même représentation, c'est pas les mêmes traits, c'est pas le même dessin entre guillemets. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au Japon, dans la rue, quand ce sont pas des temples qui sont des temples dédiés à Kitsune, donc le renard ou Inari, on va voir vraiment beaucoup de shishi. Vraiment les shishi, on en trouve, je trouve, encore une fois, vu que c'est un élément protecteur, on en trouve beaucoup. Non, ça c'est dans les légendes. Je ne sais pas du tout pourquoi. Qui a créé... c'est vrai. Qui a créé et de pourquoi il y en a un bouche ouverte, bouche fermée. Mystère. C'est légende. Voilà. C'est les légendes, j'ai pas la réponse. Et très souvent d'ailleurs, il y en a un qui va être posé, bouche fermée. Et pas tout le temps d'ailleurs, parce que même des fois, gueule ouverte, je dis bouche, mais gueule ouverte, il va être aussi posé sur le joyau, la protection. Ça peut être le protection, par exemple, le joyau du bouddhisme. Il peut être. Pas toujours, hein, d'ailleurs, il n'est pas toujours représenté sur en tout cas, la patte levée. C'est pas toujours le cas. Et pourquoi une bouche ouverte, une bouche fermée? Eh ben, je ne sais pas. Non, vraiment, c'est dans la légende. Est-ce que c'est une protection bouddhique? Est-ce que... Si vous avez la réponse, je l'apprends. Je l'apprends. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, ça c'est un exemple à Kagawa, d'une photo où on voit bien, pour le coup, la sculpture de ces chichis, qui sont quand même très très imposants, et dans lequel on voit la sculpture, le travail de sculpture même de l'artiste, où il a voulu donner vraiment le côté, pour moi, légendaire quoi, de ce chichi avec cette grande crinière limite on va dire nuageuse. Je trouve que cette représentation elle est assez belle, et d'autant plus que c'est quelque chose que vous pouvez voir si vous allez au temple. La protection c'est vraiment la clé, hein, en tout cas du chichi, encore une fois quand on le représente c'est toujours une vocation de protéger les gens, et c'est vraiment le gardien sacré. Il va de toute façon éloigner les esprits maléfiques, ça c'est vraiment le sujet, et dans certains cas, comme je disais tout à l'heure, il va aussi apporter la bonne fortune. Alors, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est au Japon, on le représente très souvent pour les mêmes sujets. Hein. Ça, on protège, on veut effectivement gagner plus de moulins, et puis surtout, on a envie de se protéger d'esprits, de négatifs. C'est toujours la même chose. Mais c'est à la différence des yokai, c'est pas un être qui est malicieux, qui va faire ci ou qui va faire ça, c'est pas du tout. Il est là, il protège. Je vous ai mis un exemple un petit peu différent. Pourquoi je vous l'ai mis c'est à Yaeyama. Je trouve, moi, en tout cas moi, il me fait penser vraiment aux gargouilles. Au niveau de sa tête, là, on voit quand même un des volutes qui permettent de représenter les poils qui ont été sculptés, mais on a vraiment l'impression d'avoir une gargouille. Et là, c'est une représentation qui est pour moi vraiment très très différente de ce qu'on peut voir habituellement sur les temples. Et puis, je vous ai mis ici une autre représentation d'un chichi, donc d'une sculpture, hein, lors du Matsuri de Tsukiji, puisqu'en fait vous avez cette fameuse Lion Dance, et je disais tout à l'heure des Matsuri au Japon dédiés au shishi. Vous en avez plusieurs, et je vous ai mis ici par exemple à Sakata aussi, la Tsukiji et Sakata, un super Matsuri. Bon, je vais laisser le son en fond, on va se taper la pub, donc un petit peu de pub gratuite pour laquelle je ne suis, et puis en plus je me tape Karna, merci. Merci YouTube. C'est pub gratuite. Hein. À Sakata Matsuri, je vous ai trouvé ça. Alors Sakata, petite vidéo
je vais vous mettre le lien après, où là, on a du chichi, mouse. Bon, vous voyez, c'est vraiment pour apporter là, tiens, la Lion Dance dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment un être, il protège. Mais vous voyez, la Lion Dance, comme ça, pour moi, on est vraiment, vraiment sur les mêmes danses chinoises. Et c'est un peu la différence, je dirais, par rapport au Matsuri, un peu classique, on voit hein, porter des... là, on est vraiment sur une danse purement chinoise. Hein. Ou inspirée de Chine. Voilà sur le Matsuri. Donc ça, c'est le Matsuri de Sakata. Je vous laisse un peu voir. Bon, ça a été filmé. Je crois que la vidéo est pas super. Juste pour vous dire que les Matsuri, si vous y allez au Japon, je sais pas si je revois après. Bon, je montre ça de 2 minutes. Ah oui, c'est Home. Mais oui. Mais en fait, je savais pas si c'était vraiment lié. En plus, j'en ai parlé. Attends, je reviens sur ma slide justement. Oui, merci. Oui, sur Home. Putain, en plus, voilà. En plus, la bouche ouverte fermée symbolise le commencement à la fin, le son à Home. Mais en fait, cette histoire, pour moi, ça a jamais été confirmé pour moi par un texte, en fait. Oui, en plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu une légende. Est-ce que c'est une légende de rue? J'en sais rien. Puisque Home, en fait, j'ai eu du mal à faire le rapprochement avec déjà dans le bouddhisme, le son Om est pas toujours présent dans certaines cultures, dans certaines écoles bouddhiques. Par ailleurs, sa représentation, l'écriture même du Om, A, qu'on va traduire nous, A-U-M, au Japon, voilà. Donc c'est pas possible. Et je me suis dit effectivement que c'était plutôt peut-être bouche ouverte, bouche fermée, avec la vie, la compréhension de... Mais c'est un être qui est protecteur. La compréhension de, par exemple, de la fin du cercle. Du cercle, hein, dans le bouddhisme, hein, le cercle des souffrances. Dans le livre de Joran, tu as lu. Ok. Mais tu vois, c'est... Pour moi... C'est pour ça que j'en suis pas tout à fait sûr. Oui. Alors oui, mais... Home, dans la culture bouddhique, on peut tout à fait être bouddhiste et faire partie d'une école bouddhiste dans laquelle on va pas du tout pratiquer le Home. C'est-à-dire, juste pour une petite précision par rapport à ça, la résonance, la notion même du Home est venue d'ailleurs un peu après au Japon. On en était beaucoup au Japon hein, sur les mantras, notamment l'amidisme, on a Nichiren, on est sur une répétition plutôt de mantras. Mais le son même de Home, qui est en lui-même une pour moi, Home, et ça c'est mon avis à moi personnel, hein, c'est un truc qui est même indépendant de toutes les religions. En fait, tout le monde devrait essayer de faire un jour une fois Home. C'est un truc... je sais pas si vous avez déjà testé. De faire Home. Vraiment bien de se poser à Home. C'est un truc très très vibratoire. Hein. Et pour moi, ça vient effectivement de toute la culture... bouddhiste, mais concrètement, au Japon, dans la culture et même dans le shintoïsme, c'est quelque chose qui va être pratiqué en plus. On va faire Home en plus. Donc c'est pour ça que j'avais... pour moi, ce rapprochement, c'est... pour moi, c'est une légende, mais ça n'a jamais été écrit. Vraiment le pourquoi du comment et de la bouche ouverte, bouche fermée. Donc... voilà. Là-dessus, je suis un peu sur le son Home au Japon. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris où je voulais en venir. Mais c'est-à-dire que la pratique du Home, elle aurait été tellement intégrée au Japon dans les cultures japonaises, bouddhistes ou shinto, que là, je me dirais, ok,
Mais en fait, en vrai, en plus, lui, le Shishi, il est représenté depuis au Japon, essentiellement à partir du 10-11e siècle. Donc voilà, le bouddhisme est quand même arrivé au 7e, entre le 5 et... voilà. Donc je suis pas sûr sur... Mais bon, on peut garder ce titre. Si vous avez des infos là-dessus, hein, je suis preneur. Hein. Mais en tout cas, c'est beau. Bon, la légende de se dire que c'est beau, ça tient. C'est clair que ça tient. Mais... Voilà. J'avance. J'aime pas trop avancer sur des trucs quand je suis pas sûr. Après, c'est tout le problème avec certaines légendes comme ça, où on est un petit peu... quand on n'a pas de texte, on n'a pas de vraiment d'explications qui ont duré des années et des années. Il faudrait que je vois, pour moi, c'est peut-être regarder quand même dans les légendes chinoises, il n'y a pas quelque chose. Je finis aussi là-dessus sur l'aspect plutôt aussi bouddhique, c'est-à-dire que certains récits racontent quand même qu'il a le pouvoir de réveiller les morts. Donc, d'où, encore une fois, bouche fermée, bouche ouverte. Moi, je serais plus dans une symbolique comme ça, bouche ouverte, bouche fermée, le cercle vie-mort, le cercle des souffrances, plus sur un truc comme ça. Mais encore une fois, c'est pas confirmé. Et puis, bon, de toute façon, c'est une créature qui est tellement représentée que après, par encore une fois, l'art populaire, il a été aussi, on l'a un peu mis un peu à toutes les sauces, quoi. De par aussi ce côté un peu féroce, vouloir aussi faire peur. Donc, on le portait pour se protéger, mais aussi pour faire peur. Bon, il y a aussi plein de choses. Je vous ai mis d'ailleurs là-dessus un exemple, un superbe Netsuke qui est au Springfield Museum, Netsuke en ivoire, et puis un autre en haut où vous pouvez voir qui ressemble un petit peu à la gargouille de tout à l'heure, qui est aussi intéressante puisqu'on voit que finalement le Netsuke, le Shishi, n'est pas toujours représenté de la même manière. Je rappelle que Netsuke, c'est la petite partie qui est portée à la ceinture, et on peut voir ici que en termes de travail technique, les deux sont très très bien réalisés, mais on n'est pas du tout sur la même représentation. Je dirais que celui-là, il est vraiment pour montrer, il veut faire peur. L'autre, il serait peut-être un peu plus protecteur, plus discret. Mais ça, après, c'est encore une fois, c'est le porteur qui, en tout cas, le porteur qui a choisi son Netsuke. Je vous ai mis aussi, je voulais vous présenter quelques 2-3 légendes là, du Shishi, parce que, alors c'est bien beau de parler du Shishi représenté dans les estampes, mais faut se dire qu'il y a aussi des légendes autour de ce Shishi. Les images que je vous ai mis en dessous correspondent pas forcément aux légendes parce que les légendes en question ont très peu été représentées. C'est plus des traditions orales et on va les voir représentées dans certains cas en estampes. Mais je trouve que le Shishi, si je dois vraiment résumer sur la représentation du Shishi en estampe, c'est essentiellement en mode Matsuri, clairement. Ou seul ou en Matsuri. La première légende, c'est celle du lion Shishi protecteur, donc encore d'une vieille ville japonaise. Un sanctuaire antique était régulièrement visité par des villageois en quête d'une protection divine. Selon la légende, un jour, une paire de lions sculptés dans une pierre précieuse fut placée à l'entrée du sanctuaire par un moine dévoué. Ces lions, animés par l'esprit du moine, étaient censés protéger le sanctuaire des esprits maléfiques et apporter prospérité et sécurité à la communauté environnante. Depuis lors, le lion Shishi est devenu un symbole de protection vénéré dans tout le Japon. Ça, c'est vraiment la légende. Donc, bon. Qui fait que le Shishi est un être protecteur. Encore une fois, on garde en tête que ça vient de Chine et que ça vient même d'avant. Donc, je vous laisserai décider. On a aussi une représentation du Shishi avec le samouraï. Je vous en ai mis une ici. Le Shishito Bushi no Densetsu. Et c'est donc dans l'ère des samouraïs, un courageux guerrier nommé Takeshi était confronté à un défi redoutable. Un dragon maléfique menaçait son village et répandait la terreur parmi les habitants. Takeshi se rendit dans les montagnes, où le dragon avait élu domicile. Là, il rencontrait un lion Shishi majestueux qui se révélait être un esprit protecteur. Aussi protège. Hein. Ensemble, le samouraï et le lion Shishi unirent leurs forces pour vaincre le dragon, sauvant ainsi le village. Depuis lors, le lion Shishi est devenu le symbole de bravoure et de la protection, là aussi, avec cette légende. Et on voit ici une représentation du Shishi avec un guerrier. Là aussi, ce genre de représentation, vous pouvez le voir de temps en temps quand même en estampe. Mais je dirais que ça a été quand même assez peu diffusé par rapport à ce qu'on pourrait voir encore une fois avec certains yokai. Ça, c'est aussi à avoir en tête. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous trouvez des estampes avec des Shishi, vous trouvez que c'est bien,
vous n'hésitez pas. Je vous ai mis ici un exemple en bas d'Okusai. Okusai, il fait beaucoup d'estampes, il a fait toute une série avec des chichis. Donc vous voyez, très très poilu, limite on se demande même si c'est un chichi. Il en a fait. Et celles-ci sont vraiment, pour moi, c'est les seules estampes vraiment qui valent le coup dans l'art japonais où on voit un chichi tout seul. Voilà. Les autres, je serais plus à avoir des chichis dans des matsuri, dans des fêtes. Une troisième légende qui me paraissait aussi intéressante, donc ça c'est une ancienne légende chinoise où il y a une princesse céleste qui descendit sur Terre pour explorer le monde des mortels. En chemin, elle rencontre un lion chichi qui, enchanté par la pureté de la princesse, décida de la suivre et de la protéger. Ensemble, ils traversèrent des défis, des épreuves, avec une amitié indéfectible. Cependant, lorsque la princesse céleste décida de retourner dans son royaume céleste, le lion chichi incapable de la suivre fut pétrifié en pierre, gardant éternellement les mémoires de leur voyage. Depuis lors, les lions chichis sont représentés par paire, symbolisant l'union et l'amour éternel. Vous voyez, ce genre de légende confirme ce qu'on se disait tout à l'heure au niveau des pères. Bon, après, attention, les pères, on a aussi les Oni, hein, les gardiens, le démon, hein, les gardiens ou les Fudo qui peuvent être des gardiens de temple fonctionnent toujours par paire. Donc pareil, la notion même de paire au Japon, elle est très importante. On la retrouve beaucoup dans l'art. C'est vrai que quand on a des légendes, moi j'aime bien avoir l'info d'une légende qui effectivement raconte une histoire, mais on a quand même d'autres critères clés qui font que on sait qu'on a des chiffres qui sont importants au Japon, on sait qu'on a des représentations communes par paire, ça c'est clair. Bon, voilà. Juste pour vous dire aussi que les légendes, des fois, on les prend avec des pincettes et c'est joli, mais ça c'est comme dans nos cultures, hein. On a la même chose. Hein. On a des cultures qui ont évolué avec le temps et puis aussi des représentations comme ça d'êtres qui ont évolué avec le temps. Petit focus rapide, je vous ai montré du Hokusai avant, je vous ai pas montré toute la série d'Hokusai qui n'a pas un grand intérêt, je vous laisserai peut-être aller regarder si ça vous intéresse. Les chichis d'Okusai. Ici, alors malheureusement, elle n'était pas en top qualité et c'est un peu le problème là, que j'ai eu pour vous trouver des estampes un petit peu différentes de ce que j'ai pu là, vous montrer jusqu'à présent. Habituellement, je vous montre beaucoup d'estampes. Là, j'ai eu quand même un problème pour trouver des estampes de musée parce que je fais attention à ne pas vous sortir des estampes qui sont en vente, par exemple, chez des antiquaires ou autres. Je cherche des estampes que vous pourriez voir potentiellement au musée. Donc, ça commence à avoir un truc un peu plus compliqué. Et en plus, quand c'est de la bonne qualité. Donc, celle de, en l'occurrence ici, c'est de Kuniyoshi, puisqu'en fait, on a deux grands artistes de l'estampe. Là, c'est assez simple, on n'en a pas 15 qui ont fait vraiment des chichis. On a Hokusai avec ses 36 vues du Mont Fuji, dans lequel il a intégré du chichi. Il a fait ces fameuses séries que je vous ai montrées juste avant. Tac. Toutes les séries comme ça de chichi un peu sous toutes les formes, donc de lions représentés, ça c'est Hokusai qui les a fait. Et puis sinon on a Kuniyoshi qui est celui qui pour moi me paraît plus intéressant, qui a travaillé sur le chichi souvent dans des scènes héroïques avec le chichi, le dragon. On voit en fait là c'est le dragon, donc il est un peu encore une fois pixelisé, mais on est sur quelque chose quand même. Kuniyoshi c'est quand même magnifique, hein. Un vrai travail de l'estampe dans lequel on va intégrer ce chichi. Donc quand vous voyez, je dirais, une estampe avec un être, un lion, avec beaucoup de poils, tout ça dans les nuages, vous êtes sûr, vous pouvez vous dire que c'est un chichi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas dans les estampes de Kuniyoshi. Voilà. C'était un format un petit peu court parce que finalement sur ce chichi il n'y a pas non plus tellement de choses à raconter en termes de légendes. Pour ça que je vous ai fait le focus sur trois légendes qui sont intéressantes. Dans l'art, moi je vous invite après à regarder les chichis dans l'art, on en a quand même beaucoup. Ce qui me paraît intéressant aussi à découvrir, c'est le chichi sur les temples. J'essaie de peut-être vous montrer des photos de temples. Mais pareil, dans les photos de temples, merci avec les copyrights. Si je retourne, je vous fais des photos l'année prochaine de temples. Je vais essayer de faire des photos de plein de temples. Pareil, en termes de copyright, j'essaie d'éviter de choper des photos de n'importe qui. Je suis en train de regarder une autre photo. Non, non, je vous ai montré ce qui me paraissait bien. Hein. Et vous avez Miyajima, tiens. Vous avez Miyajima, je sais pas si vous pouvez le voir. Vous avez plusieurs comptes de photos, de gens qui ont fait des photos. Bon. Paf.
notamment à Miyajima. Vous voyez qu'il est ici. Il est aussi sympa et qu'il a une tête différente. Ça aussi, petite précision. Donc ça dit Island King, qui est à présenter le chichi de Miyajima. Gardez juste en tête que quand il est représenté au Japon, pour moi, il est très différent. C'est vrai que c'est à la différence qu'on pourrait voir hein, le renard, le kitsune ou autre. Le lion chichi, même si on le reconnaît très facilement par sa posture, sa tête, on est un petit peu rondouillard là, et sa crinière, je trouve que dans les temples, il n'y a pas un seul chichi qui ressemble à un autre chichi. Ils sont tous représentés de manière très très différente en termes de traits, alors qu'on a des divinités bouddhiques ou autres, on les reconnaît. Bon là, lui, on en a un souvent qui est peut-être un peu plus touffu, quand je dis en poil, il est un peu plus gros, un peu plus élancé, et c'est assez marrant de voir de quelle manière il a été retraité. Je pense que ça, c'est du fait que c'est un être qui a vraiment été utilisé devant les temples en guise de protection, et puis en fonction de la région, bah forcément, il y a eu les habitudes aussi des sculpteurs de chaque région pour évidemment le faire à chacun à sa sauce. En tout cas, si vous allez au Japon, prenez des photos de chichi parce que c'est utilisé, hein, je mettrai un copyright. Mais vraiment, je vous invite à regarder quand vous allez dans des temples, à bien regarder avant de rentrer dans le temple les sculptures que vous avez devant. Très probablement, vous trouverez un chichi. Et puis après, écoutez, dans l'art, vous avez de quoi faire. Il y en a en etsuke, il y en a en estampe, il y en a en sculpteur en bronze, les fameux okimono. Vous en avez à toutes les... Est-ce que vous avez des questions au fond de la salle sur ce chichi? Moi, j'ai quand même le chichi bouche ouverte, bouche fermée. Bon. On peut rester sur le haut, mais... je suis un peu étonné. Pas de questions au fond de la salle? Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Il n'y a pas de questions. Je vous invite en tout cas à découvrir... Hein, Dajo... De rien, de rien. Je vous invite quand même à découvrir, hein, si vous regardez effectivement, si ça vous intéresse, il y a le livre effectivement de Joran. Tiens, ça me fait penser. Je pourrais peut-être faire une petite sélection de bouquins. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Pour Noël, même si ça arrive maintenant quand même à grands pas. Mais on a des bouquins comme ça qui sont intéressants, ne serait-ce que pour, ne serait-ce que pour sa propre culture personnelle. Et je trouve que effectivement des livres qui racontent des légendes, alors c'est toujours bien parce que déjà ne serait-ce que pour le connaître, mais voilà, on prend toujours avec des pincettes, c'est pas écrit noir sur blanc, et même si c'était écrit noir sur blanc, et comme toute légende, voilà, un peu comme le renard neuf queues, hein, on explique, mais on peut expliquer. Bonne idée sur une petite vidéo, je vais essayer de caler ça peut-être. Quand est-ce que je ferais ça? Je me dis... je fais un truc. Je ferais peut-être un truc si le timing n'est pas trop mauvais. Peut-être faire une sélection dans ces cas de bouquins. Peut-être pas faire de live culture la semaine prochaine, lundi ou mardi. Et faire une sélection un peu bouquins intéressants lundi. Je vais peut-être faire ça. Pour avoir que tout le monde ait le temps un peu de faire des cadeaux. Si vous voulez faire des cadeaux. Je vais essayer de faire ça. Ou je parle vraiment bouquin, hein. je parlerai pas d'art. D'ailleurs, à ce sujet, de toute façon, bouquin hein, sur le bouquin en français, parce qu'il y a des bouquins, beaucoup de livres en anglais. Je vais essayer de trouver des bouquins en français. Et je vous ferai ça dans ces cas-là début de semaine. Mais écoutez, voilà, sur ce live du chichi, un live un petit peu plus court que d'habitude. C'est vrai que j'ai moins de choses à raconter sur notre ami de chichi. Je voulais quand même en parler parce que il est quand même important dans l'art japonais. En tout cas, merci de m'avoir écouté comme d'habitude. Merci de m'avoir posé des questions sur ce fameux bouche ouverte, bouche fermée. J'en démords pas hein, si je trouve l'info. En fait, ce que je voudrais trouver, c'est une autre légende qui serait un petit peu plus claire que l'histoire du home. Là. Je vais peut-être trouver. Hein. En tout cas, celui de Joran est une pépite, je trouve même graphique. Oui, tout à fait. C'est vraiment un bon bouquin. Yes. Écoute, j'en parlerai. J'en parlerai lundi. Oui, ça roule. En tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup. Live nocturne, hein, quand même, 22h. Et puis, écoutez, rendez-vous demain. Je fais un petit topo
sur des comptes Insta, donc graphiques. Je ferai ça, je pense, un petit peu plus tôt que 19h. Je commencerai peut-être vers 18h30, quelque chose comme ça. C'est un petit live rapide là-dessus. Où je fais carrément le truc livre, le live livre demain. Mais je pense que début de semaine prochaine, ça va le faire. Un peu les cadeaux de dernière minute, quoi. Je me suis dit, moi, je n'ai pas du tout fait mes cadeaux. Bref, je vous dis merci encore une fois. Merci pour votre présence. Merci au follow. Merci à FG 06220. Et puis écoutez, rendez-vous donc demain pour le live et puis encore la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.